Il y a 5 ans, alors qu'il passait un test de foi, le frère de Corinne Cadence, Tristan, a disparu dans la flèche du serpent. Corinne a décidé de le retrouver et de découvrir ce qui lui est arrivé. La flèche était très dangereuse, elle contenait un grand nombre de pièges et de monstres. Et les pièces qui s'y trouvent changent constamment de place. Les survivants de l'épreuve se voient accorder des capacités magiques rares par la déesse Sully. Mais son épreuve ne s'est pas déroulée comme prévu, car il a vu dans la flèche bien plus que ce qu'il aurait dû. C'était donc la seule solution pour lui d'aller à l'Académie de Lorien Heights pour qu'il l'aide à utiliser ses nouvelles capacités. Les professeurs présents n'ont épargné personne, il va donc avoir du mal à s'en sortir. Il est pris en charge par une femme d'âge mûr. Il voit des choses qu'il a vues dans la tour, des gens qui posent des questions sur la flèche. Il est assez difficile de faire cavalier seul, mais peut-être qu'il ne sera pas seul. Après tout, c'est en s'entraidant que l'on peut réussir les épreuves de la flèche, il faut donc apprendre à mieux se connaître. Après tout, il fera de son mieux pour retrouver son frère. Et ira jusqu'au bout. Un chapitre. En repensant à son enfance, on peut dire que son père était assez cruel avec lui et son frère. Il les a formés pour qu'ils soient prêts à faire face à de nombreuses situations. Et au procès aussi. La déesse Sully n'accorde des sonastrophes, des capacités magiques, qu'à ceux qui en sont dignes. Leur père reçut à son tour du mana d'armes, les autres acquérant une force incroyable grâce à ce mana. Certains peuvent contrôler la nature, tandis que d'autres font appel à des êtres puissants, et ce n'est qu'une partie de la sonastrophe. Mais tout le monde ne peut pas obtenir cette magie sans précédent, il faut passer un test pour y parvenir. Aventurez-vous dans les profondeurs de la flèche, qui regorge de monstres et de pièges. La déesse a créé 6 tours mortelles. Son frère était le meilleur épéiste de tous, rapide, fort et incroyablement talentueux. Réussir les examens pratiques au plus haut niveau. Mais cela n'a été que marginalement utile pour survivre. Les tests qui y sont effectués obéissent à des règles différentes. Les pièces de la flèche changent constamment et ceux qui ont trouvé la sortie ne se souviennent pas toujours de ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ce qu'il y a à savoir sur les tours est superficiel. Quels que soient les efforts déployés par un homme à l'extérieur des murs des tours, personne ne sait ce qu'il attend à l'intérieur. Il n'y a aucune garantie que vous en reveniez vivant. Et s'il faut revenir ou non. 5 ans après la disparition de son frère, il décide de partir à sa recherche. À l'entrée de la tour, on a vérifié si sa mallette contenait des armes. En trouvant le crochet, ils ont commencé à lui poser des questions, mais il avait une réponse toute prête, car à la page 4, paragraphe B, vous pouvez avoir votre équipement de tour avec vous. Après vérification, on l'a laissé entrer en toute sécurité. Tout en grimpant, il réfléchissait à la manière d'éviter l'épreuve des batailles, à ce qu'il fallait faire avec les monstres plus gros que les gobelins. Et éviter les pièges de l'enjeu. Il a participé à son premier procès. C'était différent de ce qu'on lui avait dit, il n'avait pas l'impression d'être dans un piège mortel. Il pensa au fait que la déesse était très probablement en train de calculer, et que chaque décision qu'il prenait conduisait à d'autres épreuves dans la tour. Il n'a donc aucune marge d'erreur. Il pensa à ne pas prendre quelque chose avec lui et à le laisser derrière lui, car soudain la déesse déciderait de le mettre à l'épreuve de la cupidité. Après avoir laissé la chose et que rien ne s'est passé, il a décidé qu'il était normal d'essayer de la prendre maintenant. Après avoir pris tous les objets, il ouvrit le livre, qui s'avéra vide, et prit une plume. À la fin du test, rien n'a explosé ni ne l'a tué, ce qui est extrêmement satisfaisant. 3 portes sont apparues devant lui, certains chercheurs suggèrent que le bleu est une couleur à tester avec l'esprit, bien que pour lui le bleu semble être quelque chose d'apaisant. Même si beaucoup de choses ne dépendent pas des testeurs et peuvent être erronées. Il a fini par choisir la porte rouge, qui est censée être une épreuve de duel qui plairait à son père. En voyant cette créature, il ne s'en approcha pas, car les apparences sont trompeuses, il ne faut pas s'y fier. La dernière pièce se trouvait dans la porte jaune. Il est toujours humain, compte tenu de la façon dont son père l'a élevé, mais il ne pourrait pas toucher un animal sans en avoir besoin. Il a donc choisi le test de la porte jaune. Dans cette pièce, une certaine créature noire l'attendait. Le saluant par pure politesse, il décida d'avancer lentement. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une version de l'ombre. Peut-être que s'il s'en éloigne et marche sur les bonnes plateformes, l'ombre n'essaiera pas de le tuer.
Mais il a quand même décidé de prendre un chemin détourné pour ne pas se tromper. Il a décidé d'attraper le miroir au lasso, mais il a échoué du premier coup. Il remarque qu'à chaque mouvement qu'il fait, l'ombre reproduit exactement la même chose. Le temps lui étant compté, il a rapidement décidé de trouver une autre solution pour ne pas rester bloqué ici à tout jamais. Après avoir décidé de le frapper avec le bâton de duel, il abandonne encore l'idée et décide de viser le miroir. Il est renvoyé dans son enfance où il est accueilli par sa famille. Et son père, qui lui reproche d'avoir hésité, alors qu'il avait l'avantage sur son adversaire, s'il avait été plus faible. Mais il est réprimandé jusqu'au bout, accusé d'avoir déshonoré sa famille, car la vraie Cadence ne manque jamais une occasion de frapper. Car le doute ne mène à rien d'autre qu'à la mort. Devant un Corin désemparé, son frère s'est approché et a commencé à lui remonter le moral en lui disant de toujours aller de l'avant. Se souvenant des paroles de son frère, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Soudain, l'ombre frappe si fort qu'il est surpris, car son coup était beaucoup plus faible, suivi d'un autre. L'ombre ne respecte manifestement pas les règles. Essayant d'esquiver avec le plus de chance possible, il tente de courir vers la porte avant que l'ombre ne soit à court de mana, si tant est qu'elle en est. Il envisage de recourir à une manœuvre de diversion pour éviter le sort de la mort, bien que le risque soit équivalent. Les miroirs qui se trouvent dans la pièce ont clairement une signification importante, celle du miroir. Décidant de frapper de l'autre côté, il détruit l'ombre qui était devant lui. Il décide de passer au défi suivant sans prêter attention à quoi que ce soit. Un groupe de Valor Y attendait. Valor est un jeu tactique standard généralement joué par les familles nobles. Chaque camp commence avec 20 pièces, dont certaines ont des fonctions différentes. Le gagnant est celui dont la déesse ne peut plus marcher. Il a donc déjà perdu 14 fois contre le serviteur. Et celui qui l'a remercié lui a conseillé d'aller lire quelques manuels de stratégie que son père possédait. Elle m'a vraiment énervé avec tous ses conseils. Incapable de tolérer l'humiliation dont elle était victime, elle l'a condamné à ne même pas franchir le mur à ce rythme. Se retrouvant en tête-à-tête avec ce jeu, il était beaucoup plus déterminé à faire en sorte que ce jeu ait lieu. C'est vrai, si son adversaire ne joue pas comme sa servante, Syrah. En voyant les mêmes portes que celles qui l'ont accueilli au début, il décide de choisir également la porte dorée. Mais il semble avoir besoin de la clé et se souvient l'avoir récupérée récemment lorsqu'il a passé le dernier test. Il commence à fouiller dans sa mallette et en sort un livre avec une écriture, alors qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'écriture du tout. En ouvrant le livre, il se rend compte qu'il y a toujours eu des indices pour passer les tests. Décide de ne pas attendre et de trouver l'indice qui parle de cette pièce. Il se rend compte qu'il n'a plus le temps, et le brouillard qui s'échappe des barreaux de la pièce commence à s'intensifier. Il manquait au tableau la figure qui se trouvait encore dans la première pièce, et cela le frustrait indiciblement. Mais il trouve rapidement un moyen de sortir de l'autre côté, où se trouve l'ensemble des chiffres, et commence le jeu. Il dispose d'un temps limité et n'a donc pas envie de jouer au chevalier servant. En s'assurant que la déesse n'a aucune chance d'aller plus loin, il gagne et obtient la clé rouge. Mais la clé rouge n'a rien à voir avec toutes ces portes, peut-être s'agit-il d'une punition pour une victoire injuste. Le temps étant compté, il décide d'utiliser la clé et d'essayer d'ouvrir la porte orange, qui est de couleur rouge. La pièce s'est avérée incroyablement grande. Là, l'attendait Sérieux, le dieu serpent, gardien de la flèche du serpent. Il décide de sortir de là au plus vite, car il n'a aucune envie de se battre contre la bête divine. En se dirigeant vers la porte dorée, il a déjà envie d'abandonner, mais avec le temps, il se souvient de ce qu'il est venu chercher en premier lieu. La pièce qui apparaît derrière la porte est assez étrange, et il remarque une grille sous l'eau. Les leviers qui se trouvent ici peuvent-ils faire tomber le pont? Mais d'abord, il décide de vérifier quel type d'eau se trouve à l'intérieur et si cet acide est accidentel. J'ai vérifié avec une plume et j'ai réalisé qu'il s'agissait soit d'eau ordinaire, soit d'acide, qui ne corrode pas le métal mais qui corroderait probablement la peau. Ce liquide coule accidentellement sur lui. Terrifié par ce qui pourrait lui arriver, il tente de s'en débarrasser au plus vite. Mais rien ne se passe et il s'avère que c'est de l'eau pure et simple. Ne trouvant pas de prise dans cette pièce, il continue à regarder dans le livre, à la recherche du moindre indice. Le livre mentionne une fausse salle d'élection. J'ai un peu calmé mon âme en écrivant ma demande pour le conseiller sur la bonne chose à faire, même si je savais qu'il n'y aurait pas de réponse.
Il est très surpris de constater que le livre comporte une inscription. Le livre l'aide en lui conseillant de ne pas choisir ses portes. Et qu'il est déjà en train de perdre son temps précieux en lisant ceci. Il réalise soudain qu'il peut poser des questions sur beaucoup de choses qui se passent dans cette tour, et il demande donc des nouvelles de son frère. Le livre lui répond qu'il doit d'abord s'occuper de sa survie dans cette pièce. Ce n'est pas la bonne salle d'élection, donc ce n'est pas la bonne porte. Il décide donc d'utiliser le levier pour descendre jusqu'à cette même grille. À l'intérieur de cet espace étroit, il semble y avoir une porte, mais il s'agit vraisemblablement d'une fausse porte. Il se souvient du livre et décide d'y obéir après tout, puisque ce ne sont pas les portes qui sont en cause, mais le tunnel. Le livre met cependant en garde contre autre chose. Il voit un homme qui lui ressemble de près ou de loin, avec des traits de visage et une corpulence plutôt autochtone. Cet homme s'avère-t-il être son frère? L'enfance passée à espérer le retour de Tristan est passée très vite. Bientôt, ses parents commencent à se disputer et sa mère décide de les quitter. Et puis son père. Un jour, son père est venu le voir, mais il ne voulait toujours pas se mettre à la recherche de son frère, ce qui agaçait beaucoup son père. Il ne peut pas laisser son fils cadet devenir un perdant comme son aîné. Une femme l'interpelle et il parvient, grâce à elle, à éviter d'être frappé. Après avoir repris ses esprits et mieux observé l'homme, il se rend compte qu'il ne s'agit pas de son frère. Ils essaient ainsi de le distraire des pièges de cette pièce. Il va relancer le piège qui a peut-être tué cet homme. Et s'excuser en espérant qu'il ira au paradis. Cette femme l'appelle à nouveau, espérant qu'il l'entende. Elle n'avait pas l'air d'être d'ici, il se demandait ce qu'elle faisait ici. Lui demandant de prendre la clé, il s'approche d'elle avec la clé pour découvrir ce qui se passe dans cette pièce. Elle lui interdit de toucher à cette structure cristalline quasi indestructible. Après lui avoir expliqué le fonctionnement de ces murs, les amulettes qui s'activent dans les deux autres cils en pénètrent une d'une manière ou d'une autre. Elle commence à se présenter à lui sous le nom de Vera Covington et lui demande de l'aide en échange de tout ce qu'elle peut obtenir, mais demande d'abord de l'aide pour le bébé. Elle est interrompue par une autre, qui leur dit que l'enfant est inconscient depuis 2 jours et qu'il n'y a aucune chance. La clé qu'il tient dans sa main ne fonctionne qu'une fois, la serrure se l'approprie. Intrigué par le fait que la clé est bleue et que toutes les serrures sont grises, il pense qu'il s'est trompé d'endroit. Mais peut-être la déesse fait-elle ce test à dessein, ce qui signifie qu'elle a la capacité de libérer l'homme enfermé. Il ose encore poser des questions sur Tristan, même s'il sait que la réponse ne le satisfera pas. Il se fait rabrouer, personne n'a jamais entendu parler d'un homme portant ce nom. La femme l'empêche de prendre une décision en lui disant qu'elle est bien plus utile que ce criminel recherché. Mais il l'entend à peine, plongé dans ses pensées, ce qui la met en colère. Il se rend chez le très criminel pour présenter des arguments en faveur de sa libération. Il veut lui demander pourquoi ils sont ici, mais Vera l'interrompt et montre son propre désir de tout lui dire. Il y a beaucoup de pièges dans ces tours, certains ne sont pas mortels et d'autres au contraire sont très dangereux comme cet endroit. Elle était venue ici de son propre chef, alors qu'elle n'aurait pas dû venir du tout, c'est généralement ce qui arrive aux hommes d'affaires chasseurs de trésors. Dans cette pièce, on trouve un pilleur, un homme recherché pour quelque chose et un petit enfant évanoui. Il y en a peut-être des dizaines, voire des milliers comme eux, peut-être que son frère est ici quelque part aussi, et qu'il est peut-être encore en vie. La femme se met à essayer de s'enfuir de façon hystérique, l'avertissant de ne rien faire de stupide. Mais il essaie encore de réfléchir et de prendre la bonne décision. En cherchant de l'aide dans le livre, il découvre qu'il est écrit qu'il doit partir immédiatement et qu'il ne doit pas fréquenter les prisonniers. On ne peut pas leur faire confiance. Il décide de partir le plus vite possible, même si elle essaie de l'en empêcher. Il pense au fait que son frère aurait pu connaître le même sort. La déesse se laisserait-elle les gens se vider de leur sang sur le sol de la tour si facilement et décide de revenir en arrière. Il a élaboré un plan pour les libérer tous. Il veut les utiliser tous les deux pour faire fonctionner le plan. Mais il est mis en échec par le fait que la clé est également toujours une. Elle est très surprise de constater qu'il semble posséder tout un arsenal de clés. Mais ces clés peuvent tout de même aider à ouvrir, car tous les trous de serrure sont gris. Il leur demande si rien ne se passera à l'extérieur si la clé est mauvaise, ce à quoi on lui répond par la négative. Tout se passera de l'intérieur vers l'extérieur. Il essaie donc de faire ce dont il est le plus sûr. Trop anxieux,
il précise à nouveau qu'il va lui arriver quelque chose, ce qui fait rire Vera d'un air sarcastique. Par précaution, il tente d'utiliser le lasso pour attirer le garçon à lui sans entrer à l'intérieur. La femme s'inquiète alors beaucoup pour le bébé. Après avoir déposé le bébé, il se dirige vers les autres. Il lui demande s'il aurait pu s'échapper et survivre à l'explosion s'il avait d'abord sauvé Vera. Elle l'interrompt à nouveau pour lui rappeler qu'il est un criminel recherché. Il voulait savoir si c'était vrai et pour quelle infraction, mais la réponse a été éludée du mieux qu'il a pu. Il décide cependant de prendre ce risque et tente de faire la même chose, mais cela ne marche pas. Il sort la clé d'or de sa mallette et réessaie, puis il réussit. Elle se précipite vers lui pour le serrer dans ses bras et le remercier pour tout. Mais soudain, une explosion se fait entendre et un criminel en sort, ayant déjà ramassé une arme d'où qu'il vienne. Ta lui rappelle encore qu'il est un dangereux criminel, mais il la corrige en disant qu'il était un homme recherché. Mais les gens ne sont pas recherchés pour des délits mineurs, dit-elle en ricanant. Alors qu'il court après lui, il l'interroge sur les crimes, elle lui dit qu'elle l'a vu faire toutes sortes de tours, elle ne sait pas quelle rune il a. Elle suppose qu'il est alpiniste, à la grande surprise de ce dernier. La légende veut que ceux qui atteignent le sommet de la tour reçoivent une récompense divine de la part de la déesse. Pendant qu'il réfléchissait, le criminel avait déjà réussi à faire sauter la porte, qui n'était pourtant pas fermée à clé. La façon dont les pendules lui tombent dessus à l'improviste et dont il parvient à les esquiver tout en les détruisant est vraiment admirable. Peut-être avait-il une rune de combat en citrine, ou peut-être une émeraude. Mais même son père n'avait pas ce niveau. Il craint que ce criminel ne les trahisse, ce à quoi elle lui répond qu'il est leur seule chance de rester en vie. La tour n'aime pas qu'on ne respecte pas les règles, ce dont l'auteur se moque, il se contente de foncer dans le mur. Et il s'enfuit précipitamment. Cette fois-ci, la pièce est beaucoup plus belle et ressemble à une propriété noble. Mais soudain, elle se met à trembler et il apparaît. Katashi. Il a finalement pu rencontrer un membre de la direction, que l'on appelle les visages. Mais ce même visage n'est pas particulièrement heureux de l'apparition d'un intrus. Il court vers Fête dans l'espoir de se cacher, mais elle l'avertit qu'ils pourraient tous les deux être en danger s'ils restent ensemble comme ça. Corinne ne croit pas qu'il puisse être un vrai maquilleur, mais il est impossible de ne pas ressentir son pouvoir. On craint donc qu'il puisse facilement les tuer et Fête lui demande de ne pas jouer les héros. Ce à quoi il répond qu'il n'aurait jamais rencontré l'ombre d'un dieu auparavant. Les visages sont trop dangereux, capables de détruire à eux seuls une nation entière s'ils le souhaitent. Les habitants de Teria qui ont tenté d'envahir la flèche ont été anéantis en une nuit par un seul visage. Après avoir offert un peu de repos au visage, il le met en colère et lui assène un coup. Mais ce coup ne lui fit aucun mal, ce qui étonna beaucoup le visage. L'intrus qui s'est présenté à lui a demandé de transmettre un message à la déesse. Visage était incroyablement furieux de cette audace et il a fait irruption ici par la tour sacrée. Il devait sortir plus tôt, avant que la pression de l'air ne devienne si étouffante et que Kera ne le distrait. Mais elle s'est souvenue qu'il avait laissé le bébé près de l'escalier. Il devait sortir et récupérer le bébé d'une manière ou d'une autre, et il n'avait pas d'autre choix que de demander au visage de le faire. Il lui a raconté qu'il était en train de vivre son calvaire et qu'il était tombé sur cette femme et cet enfant. Et elles n'ont rien à voir avec cet homme. Il le supplie de le laisser prendre l'enfant et d'aller de l'avant. Mais Visage ne le croit pas et tente d'endommager le garçon, mais il est arrêté à temps par Kera qui leur crie de sortir de là le plus vite possible. Ils essaient de partir le plus vite possible. Visage tente de les arrêter, mais Kera l'en empêche, ce qui lui vaut un coup de poing. Avec un sourire en coin, il se moque de lui et de son pouvoir, ce qui ne lui fait rien de particulier. À l'exception de la destruction de sa cape préférée. Il lui demande de faire un peu plus d'efforts, mais le visage a lui aussi ses propres projets. Corinne n'arrive pas à croire qu'il était du côté du prisonnier. Mais s'il perd contre Visage, il viendra finir ce qu'il a commencé, ce à quoi Fête lui rappelle que Visage n'est pas le seul à vouloir les tuer. Dans cette salle se trouve le gardien de la flèche. Il n'a presque plus de force à cause du mana investi pour ce visage. Slim, une paire de bargency qu'il ne s'attendait pas à rencontrer au cours de l'épreuve. Pourtant, il va devoir se battre avec une rune complètement chargée. Il est distrait de ses réflexions par Vera, qui lui propose de s'occuper du bébé pendant qu'elle s'occupe elle-même de ses monstres. Il accepte, car il lui semble qu'il n'y a rien de mieux que cette chance de survie.
En essayant de frapper à cette distance, comme elle l'avait prévu, elle ne fait aucun dégât et s'approche d'eux. Corin remarque qu'à cause des attaques de bave, de telles marques dans les murs ne seraient pas. Et devine, tente d'avertir Vera. Mais elle se débrouille très bien sans. Cependant, d'autres obstacles se dressent encore devant eux. Elle lui demande de l'aide, car elle ne peut plus redescendre. Mais il ne peut pas faire grand-chose pour aider, alors il essaie de trouver quelque chose dans sa mallette. Et il trouve. Après avoir vaincu ce monstre, il passe au plus important d'entre eux. Ils ne savent pas si cette statue les a toujours regardés ou si c'est le fruit de leur imagination. Corin propose de retourner chez lui, car ils peuvent passer d'un étage à l'autre. Il lui propose de porter le bébé jusqu'à la sortie et de l'aider ensuite avec ce type, ce dont elle prend l'initiative. Après avoir discuté de qui allait s'attaquer à ce monstre, Corin insiste sur lui-même, ce qui surprend Vera par sa confiance en soi. Mais il est de la famille Cadence, connue pour ses prouesses martiales. Cette statue a l'air d'être en bronze et ne sera pas facilement brisée par des attaques physiques. Et lui suggère de trouver un moyen plus brillant. Il voit une épée qui leur sera probablement utile à l'avenir. Et se demander comment ils vont l'obtenir. Corin pense à se tourner vers le livre, mais il craint que le livre n'aime pas Vera et ne lui donne pas de réponse à temps. La statue est bestiale parce qu'ils se sont minus et ont profané sa chose. Elle lui demande de frapper à nouveau le poteau, mais il n'a rien à frapper, tout ce dont il a besoin, c'est de Vera. Pendant qu'elle s'occupe de ce monstre, Corinne essaie de toutes ses forces de récupérer l'épée. Faites l'encourage, bien qu'il soit spécialisé dans les bâtons de duel, il sait manier l'épée. Cependant, l'épée s'est avérée très rouillée, la statue était derrière lui, bien qu'elle ne ressemblât pas tout à fait à une statue. Le coup d'épée lui a brisé la tête, mais il n'allait pas le tuer. Ils ont gagné et sont prêts à relever le prochain défi. En chemin, voyant quelque chose de cristallin, Vera veut le prendre, alors ils en prennent pour eux et continuent leur chemin. Il voit la porte qu'il a empruntée pour entrer dans la tour et espère maintenant pouvoir en sortir. Vera lui propose de l'aider à prendre le bébé pour elle. Mais quelque chose ne va pas. Faith, qui était jusqu'à récemment une amie, commence à le menacer. Elle veut s'assurer que son ami est en sécurité, alors elle sort d'ici seule. Ainsi, sans le quitter des yeux, elle quitte lentement cette pièce, espérant ne pas le rencontrer à nouveau. Bien qu'il ne le pense pas, il n'a pas encore terminé son travail ici. Il a besoin de savoir dans quelle pièce il se trouve et prend un livre pour lui. Le livre lui a conseillé de ne pas s'engager dans cette voie, car elle était très risquée et le livre ne pouvait en aucun cas le protéger. Soudain, un tremblement de terre se produit, alors qu'il ne devrait pas se produire dans la tour. Il suppose que quelqu'un peut déplacer la tour, quelqu'un comme une bête divine. Ou bien le combat de Kira contre Takashi s'est-il résumé à cette pièce. Il décide donc d'écrire au livre et de lui demander son aide. Ce à quoi le livre ne répond pas, apparemment rancunier que personne n'écoute ses avertissements. De l'arrière, une créature sans visage appelle Corinne. Elle s'avère être l'essence même du livre mystérieux dont il a ignoré les avertissements. Il leur demande de le suivre, ils ne peuvent pas perdre une minute de plus. Ils se dirigent vers la porte et Corinne les remercie au passage pour leur aide. Une salle de sonastrophe les attendait. On lui propose de boire de l'eau et de devenir l'élu. Et n'oubliez pas de retirer l'épée et de la mettre dans l'eau avant qu'ils ne la boivent. Il reçoit en cadeau un sonastra et une épée. L'entité l'avertit qu'il devrait être beaucoup plus fort. Après tout, les événements de son procès ont provoqué des conflits. Il lui demande de trouver une femme nommée Lyra. Il lui demande de lui raconter tout ce qu'il a vu et que la voix de la tour a besoin de lui parler. Et il est strictement interdit de parler à qui que ce soit des événements d'aujourd'hui. Il part, mais Corinne veut savoir ce qu'il en est de son frère et lui demande de l'aider à le retrouver. Mais sa demande est rejetée et il lui est conseillé de quitter les lieux rapidement. Et il est parti. Il est accueilli par des enfants surpris qu'il puisse sortir et faire du son. Et proposé de se rendre à la tente et de remplir des documents. Et enfin décidé de lui conseiller de ne pas laisser quiconque se moquer de sa catastrophe de fils. On le félicite pour sa catastrophe et on lui propose de rester pour boire un verre, mais il ne boit pas et veut quitter l'endroit rapidement. Il est informé qu'avec l'acquisition de la sonastructure, il servira 2 ans à l'académie. Et puis aussi dans l'armée ou à des postes gouvernementaux. Ensuite,
il est inscrit à l'Académie d'art de Lorient Heights. Il semble le rencontrer à nouveau et l'homme lui est présenté comme étant le professeur Adelin. Il donne à son tour son nom, à la grande surprise du professeur. Mais Corinne ne connaît pas son Sonastar, et lui demande de lui en parler. Mais le professeur essaie de réconforter d'une manière ou d'une autre. Et il obtient un Sonastar pratiquement inutile. Le fils du sorcier semble avoir échoué. Les conversations avec son père sont toujours difficiles, comme s'il s'agissait d'un duel à chaque fois. Son père est très froid et direct, mais il ne se laissera pas faire. Il ne lui répondra pas par l'agressivité, et accepte sa petite victoire. Toute sonastructure, quelle qu'elle soit, a un pouvoir. Et en temps voulu, il obtiendra davantage. Le point de vue de mon père est tout à fait différent, la marque d'un lâche, c'est l'absence de victoire. Puis un coup de poing vient le mettre hors d'état de nuire. Mais il continue à l'ignorer. Soudain, son père parle de le remplacer. Et elle s'avère être Sora, cette servante. Se moquant du fait qu'elle puisse désormais l'appeler frère. Ils ont grandi ensemble en sachant que Sora serait sa subordonnée et sa plus proche confidente. Mais tout cela a changé, car son père l'a légitimée en tant que membre de la maison de Cadence. Mais elle devrait tout de même mériter ce titre. Il reproche à son fils qu'elle ait reçu, contrairement à lui, le vrai Sonastra, celui de l'invocateur. Les invocateurs sont incroyablement rares et très efficaces au combat. Le père est très déçu que ses deux fils n'aient pas répondu à ses attentes et il ne compte plus que sur elle. Et lui demande de la suivre s'il veut accomplir quoi que ce soit dans cette vie. Il la félicite sarcastiquement d'avoir acquis le sonastre de l'invocateur, ce à quoi elle ne fait que remarquer les marques de feu sur sa tunique. Pour ne pas être en reste, il se vante d'avoir traversé de nombreuses épreuves et d'avoir acquis de l'expérience pour pouvoir y retourner à nouveau. Ce qui les surprend beaucoup, car il aurait dû oublier l'épreuve à ce moment-là. Corin sort les notes qu'il a eu le temps de prendre dans la tour et les jette au cristal du monstre. Puis il montre l'épée. Son père, surpris, lui conseille de trouver quelque chose de plus impressionnant lors de sa prochaine visite à la tour. Corinne s'éloigne d'eux, espérant prendre un bain et aller se coucher. Cela fait 15 jours qu'il est revenu de la tour. Pourtant, le fait d'être le sorcier de la famille présente des inconvénients. Il n'existe aucun livre sur eux, ils sont impossibles à former. Après tout, sa famille s'était fait un nom dans les batailles et n'était pas un artisan ou un commerçant. L'étiquette de l'esprit améliore le contrôle du mana à l'intérieur du corps. La balise manuelle permet de diriger avec précision les sorts vers une cible. L'étiquette du cœur dirige le mana dans tout le corps avant de le disperser dans le sort. La plaquette de pied utilise instantanément un sort puissant par contact physique. La balise poumon vous permet de remplir l'air de mana lorsque vous lancez un sort. Corinne essaie donc de trouver des informations plus utiles dans la librairie. Il rencontre Sora en chemin et elle lui conseille de s'entraîner davantage pour rester dans la course. Après tout, la rentrée scolaire n'aura lieu que dans une semaine. Il se fait interpeller par Sora qui lui demande de se laver, même si elle sait qu'il est un rat de bibliothèque, il ne devrait pas oublier l'hygiène personnelle. En chemin, il pense à récupérer son frère et il pourrait le faire en retournant sur place. Mais il doit encore faire preuve de patience et perfectionner ses compétences en matière de sonification. Et bientôt, il demandera lui-même à la déesse de lui ramener son frère. Une semaine plus tard, alors qu'il voyage en train, il aurait pu répéter la théorie, mais il décide tout de même d'écrire un livre. Il écrit pour savoir si ce livre est important ou s'il s'agit simplement d'un moyen de communiquer avec lui et si elle sera en mesure de lui répondre. Sora est intéressé par ce livre et demande de quel type de livre il s'agit. Corinne répond en riant qu'il s'agit d'un livre magique. Un livre magique typique lié à l'essence spirituelle trouvée à l'intérieur de la flèche du serpent. On s'attend à ce qu'il ne soit pas cru, mais il demande quand même qu'on le lui montre. Corin raconte tout ce qui s'est passé dans la tour et comment il a trouvé le livre dans la première pièce. Et de la mignonne créature chalapin qu'il n'a pas voulu tuer et qu'il a laissée. Et ils se dirigent joyeusement vers leur prochain arrêt, l'Académie de Lorient Heights. Il commence à parler du jeu Volor et Sora se moque sciemment de ses compétences dans ce jeu. Corinne l'a cependant conquise, sinon il ne serait pas assis à côté d'elle. Oui, et le brouillard ne lui a pas laissé le choix de jouer franc jeu. Après avoir étudié la pièce et toutes les options disponibles, celle-ci s'est avérée la plus efficace. Mais Sora n'est pas d'accord avec lui,
parce qu'il y a des moments où il faut agir rapidement, et non rester assis pendant des heures à réfléchir. C'est idiot de perdre du temps pour quelque chose comme ça, vous auriez pu vous asseoir et jouer tout de suite. Mais grâce à cela, il a obtenu la clé qui l'a conduit à la chambre du dieu serpent. Ah sérieux. Apparemment, la tour n'aimait pas non plus la façon dont Corinne jouait. On leur annonce qu'ils sont arrivés à l'académie et on leur demande de se rendre sur les pelouses pour le discours d'ouverture. Elle était impatiente de connaître les prochaines épreuves lorsqu'il a été interrompu à un moment très intéressant. Mais il faut partir, elle appelle Corinne et se dirige vers la sortie. Plongé dans ses réflexions sur la façon dont Kera a pu résister au twist lui-même, il m'est venu à l'esprit l'idée qu'il pourrait être un twist lui aussi. Deux visions qui s'affrontent, c'est plus inquiétant et ce n'est donc pas quelque chose qu'un mortel ordinaire devrait connaître. Et Katashi sait qu'il a assisté à leur combat. Et Corinne décide d'obéir à la voix qui lui a conseillé de ne pas parler des événements qui se sont produits. Jusqu'à ce qu'il trouve l'ordre de Lyra. Pendant ce temps, à l'Académie de Lorien Heights. Avec un nombre record de nouveaux étudiants, la déesse attend beaucoup de la base. Un discours enflammé commence pour les nouveaux candidats, qu'ils traiteront sur un pied d'égalité. Et à ceux qui viennent de pays amis et aux locaux. Je comprends qu'ils veuillent annoncer une telle politique. Son père lui avait raconté qu'un étudiant d'Edrian avait été battu pour avoir mentionné la victoire de son pays dans la guerre contre le pays de Valia. Sera l'appel et lui montre Patrick du doigt. Mais il craint que Patrick ne pense le pire de lui à cause de sa sonorité. Sera est très enthousiaste à l'idée qu'il puisse y avoir beaucoup d'amis ici et espère pouvoir prendre des leçons ensemble chez eux. Pour le plus grand bonheur de Corinne, qui craint toujours d'être jugé par ses amis. Le discours reprend, et on leur fait savoir qu'ils auront tous une unité sur la destruction des sons de tout le monde. Des points seront attribués à chaque unité et séparément pour le travail effectué. Il semble que Sora et lui vont devoir se séparer, qu'il s'agisse d'un mal ou d'un bien, il ne l'a pas encore réalisé. Le moment est venu de présenter aux élèves leurs responsables d'unité. Le professeur Séridan, chef de l'unité et Tigre, est spécialisé dans les combats à grande échelle. La division au serpent, spécialisée dans le renseignement, est dirigée par le professeur Horde. Je pense que c'est à l'ordre de Lyra qu'il doit s'adresser. Le lieutenant talon de l'unité est Tortue et est formé à la défense et à la maîtrise du combat. Lord Teft à la tête d'une hydre menant des combats personnels. Le professeur Edlin dirige le Phénix, où l'on trouve des guérisseurs et des lanceurs de sorts, qui se distinguent par leur soutien sur le champ de bataille et en dehors. Corinne soupire devant le caractère désespéré de la situation. Une unité d'araignées composée d'espions et de saboteurs. Chaque élève aura l'occasion de repérer un espion au sein de son unité. Celui qui parvient à les identifier correctement peut gagner jusqu'à 100 points. Mais s'ils ne reconnaissent pas cette araignée, ils perdent 250 points. Et 100 points sont déduits en cas de reconnaissance incorrecte. La cérémonie s'achève sur quelques conseils. Et avant de partir, tous les élèves sont invités à chanter un hymne sur la déesse. Il voit l'ordre, mais ses amis l'accostent et lui demandent de se joindre à eux, mais il a des choses bien plus importantes à faire. Il se rend dans le bureau du professeur de l'ordre pour voir s'il ne s'agit pas de la mauvaise personne. Corinne ouvre la porte, entend son nom et se demande ce qu'elle sait de lui. Bien que le symbole de la maison sur son gant ait tout révélé, il essaie de comprendre pourquoi il est venu la voir. Corinne demande à lui parler pour que personne ne puisse l'entendre, mais la pièce est gardée par les runes qui se trouvent derrière lui. Il tente d'expliquer la voie de la tour et le livre, mais il est interrompu au milieu de l'histoire. Il est vivement conseillé au professeur Horde de quitter la salle afin qu'il puisse se défendre. Mais Corinne ne comprend rien, on lui dit qu'il est en danger et que sa vie est désormais menacée. Ne comprenant toujours pas, Corinne essaie de savoir ce qu'il en est. Elle lui fait remarquer qu'il a peut-être attiré l'attention de la maquilleuse, puisqu'il connaît la voix. En général, ce genre d'attention conduit à la disparition de personnes. Les maquilleurs ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, ils envoient donc des agents. Elle lance un sort et en retire des sigils et des cristaux de mana qu'elle remet à Corinne. Un sigil est un symbole doté d'un pouvoir magique qui était largement utilisé par les érudits médiévaux pour invoquer et contrôler les esprits. Le professeur conseille de toujours porter une arme et de la garder en sécurité. Et le met à la porte de son bureau. Il lui a été demandé de ne parler à personne de leur conversation et, si quelqu'un le demandait, de remettre la lettre et d'être récompensé pour ne pas l'avoir lue.
En regardant dans le livre, il n'obtient toujours pas de réponse de la part de la voix. Il écoute cependant le professeur et est désormais plus vigilant sur tout. Dans le dortoir des garçons du Phénix, il s'assure que personne ne peut lui faire de mal. Heureusement, ils ont des sigils de protection sur leur forme pour les aider pendant l'entraînement alors qu'ils entrent dans la sonastrophe. Il essaie de recréer les runes qu'il a vues dans l'étude, mais il n'a pas assez de matériel pour les activer. Les sorciers peuvent constamment infuser du mana, les murs du professeur sont couverts de runes de silence et d'aveuglement, nécessaires au déguisement. Il sera capable de créer du mana brut, mais il n'a pas les compétences nécessaires pour les sorts spécialisés. L'épée possède également 4 sonastrophes, mais elle ne connaît que 2 sonastrophes de concentration et de glace. Peut-être qu'il s'amuse tout seul et que ce qu'il prépare ne sert à rien. Il ouvre la porte, se rappelant d'acheter une chaîne, au cas où, et voit l'étranger en face de lui. On lui demande s'il est une araignée, mais il le nie. En essayant de ne pas penser à des choses inutiles, il va au moins dormir un peu. Mais il continue de penser à cet étranger, qu'il demande peut-être cela à tout le monde, même s'il n'a pas entendu de bruit à la porte d'Accent grave côté. Soit il a une liste de suspects, soit il se promène de manière dispersée pour que personne ne puisse l'entendre et avoir le temps de se préparer. Ayant eu au moins un peu de temps pour dormir, il décide de dormir avec un bâton de duel plutôt qu'avec une épée de sonification glacée. Dans son cours de théorie et de magie, on lui parle de l'invocation du mana. Professeur Maltac, élémentaliste, le mana de feu et d'eau est disponible sur la main droite. Cependant, dans un souci d'équilibre, vous pouvez créer du mana dans différentes parties du corps. Mais s'il est rechargé ou s'il extrait de grandes quantités de mana, il peut causer des dommages irréparables aux porteurs. Par exemple, l'utilisation excessive du mana du cœur peut les tuer, de même pour le mana de l'esprit. L'utilisation d'un mauvais sonastar peut donc facilement entraîner votre mort. Leur première tâche consiste à vérifier le niveau total de mana dans la salle de prédiction et à déterminer une quantité sûre pour chaque partie du corps. Et elle laisse partir la classe. Au moment de partir, Patrick l'appelle, mais il fait semblant de ne pas l'entendre et se retire rapidement. Une introduction au duel magique. Il avait choisi ce cours comme option, même si beaucoup se seraient moqués de la tentative du sorcier d'étudier les arts martiaux. Mais il est toujours cadence et il sait comment se battre. Je suppose qu'il n'est pas le seul à le penser. Rodan Royce, fils de la femme de chambre de sa mère. Les filles se moquent de lui parce qu'il a 2 épées et qu'il est petit, mais cela ne l'affecte pas du tout. Mais c'est une grave erreur de sous-estimer son adversaire dans un duel. Le cours a commencé depuis un quart d'heure, mais le professeur n'est toujours pas là. Mais il est resté debout et a observé les étudiants jusqu'à ce que l'un d'entre eux le remarque, ce qui lui a valu les félicitations du professeur. Le recul est la qualité la plus utile pour un duelliste. Il est ici pour les former soigneusement. Mais il n'y a pas qu'elle, tout le monde est venu ici pour se battre, il était donc temps pour elle de faire de même. Le professeur les invite à participer. Lors d'un cours d'arts martiaux, les 2 volontaires n'ont pas une seconde pour se préparer. Un combat acharné s'est engagé entre les élèves, l'un d'entre eux a lancé un appel à un 3e tigre expirant, mais la jeune fille a pu arrêter l'éclair avec sa main. Le professeur doit apprécier ce combat. Corin remarque que leur teft sortait à l'origine du brouillard, et que ce même brouillard se trouve maintenant derrière les gradins. Il n'arrive pas à comprendre ce que ce professeur prépare. Pendant ce temps, le match se termine et le professeur signale sans hésiter l'erreur de l'élémentaliste, qui a convoqué une femme de la défense non préparée au combat. Roland Royce est le prochain volontaire. Corin pense à lui, à son fils, à la catastrophe et au fait de brandir 2 épées de duel, en montrant de l'assurance dans leur utilisation. Dans une classe comme celle-ci, peu importe que vous soyez un vieil ami ou un frère, ici tout le monde est une menace. Le professeur s'assure que le sigil de défense est chargé et lui demande de choisir son adversaire. Il choisit Corinne. Celui-ci utilise le signal de trêve qu'ils avaient l'habitude d'utiliser lorsqu'ils jouaient à la guerre. Mais Roland insiste sur le fait qu'il est impliqué. Et le professeur le convoque pour monter dans l'arène. Mais lorsqu'il voit la sonastru du sorcier sur lui, il s'indigne qu'une sonastru qui n'a rien à voir avec le combat soit dans sa classe. Et lui propose de lui trouver une autre leçon. Le raisonnement de Corin est qu'il peut préparer des objets enchantés pour aider à la puissance de combat. Cependant, il n'est plus autorisé à assister à la leçon et on lui demande de partir maintenant.
Corin estime qu'il a le droit d'être ici, et le professeur décide de le garder, à condition qu'il puisse survivre 10 secondes dans un combat. Le professeur lance le compte à rebours, qui est manifestement plus long. Il cherche le bâton de duel, et Ronald parvient à utiliser le bâton contre le professeur. Sora demande alors l'aide de la déesse de l'enfance et fait tomber du ciel une pluie glacée. Le professeur parvient à répondre à leurs attaques en même temps que Corinne tente de s'échapper. Mais cela ne lui réussit pas. Corin ne comprend pas comment le professeur a pu se téléporter, et pourquoi il y a encore des bruits provenant de l'arène, comme si le combat était toujours en cours. Le jeu est clairement injuste, mais le combat ne doit pas l'être non plus. Mais s'il n'est pas satisfait de quelque chose, comme sur les conseils de ses amis, il peut s'enfuir d'ici en toute sécurité. Ce qui n'est pas du goût de Corinne, qui défie alors le professeur en duel. Il parvient à détourner son regard et à passer au combat proprement dit. Souligné par le fait qu'au moins 50 secondes se sont écoulées depuis le compte à rebours. Le professeur accepte d'en nommer 5 s'il ne le fait pas. Corin essaie de faire comprendre au professeur qu'il n'est pas facile de posséder plusieurs choses à la fois. Il note également qu'il a vu l'ombre qui était au début. Ce qui amène le professeur à penser que Corin pense peut-être avoir un complice ou qu'il n'est pas vraiment lui-même en ce moment. Corinne, pourtant convaincue de son intuition, rappelle au professeur qu'il serait bien capable d'esquiver s'il était réel. Sa concentration étant beaucoup plus faible, il n'a pas remarqué le piège que Corinne avait tendu. Il s'agissait peut-être d'une projection, d'un simulacre. Le professeur est presque d'accord et le félicite pour son intuition. Il s'agit bien d'un simulacre, mais il n'est manifestement pas moins bon que le vrai. Simulacre est peut-être indépendant de l'original, mais il a voulu tester ce que son élève pouvait faire. Le professeur l'autorise cependant à assister à ses cours. Corinne se moque de ce faux professeur, ce à quoi il le réprimande vivement, lui rappelant qu'il a quand même perdu contre lui. Le professeur résume les résultats et, bien qu'il soit interdit de s'unir contre un adversaire, il ne les punit pas, car il n'a pas dit que le duel avait commencé. Il aurait pu les expulser tous les trois pour avoir attaqué le professeur, mais une loyauté aussi inébranlable est une ressource rare et précieuse au combat. Et donc, donne 15 points chacun, même si Corinne n'a pas demandé d'aide. La première leçon du cours sur les simulacres commence. Corinne ne s'attendait manifestement pas à une leçon ici, pourtant. Ses amis l'appellent, l'informant qu'il a des ennuis, mais pas par choix. Il commence enfin à discuter avec Patrick, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Sora qui leur propose d'aller dans la salle à manger. Sans ses amis, il n'aurait pas tenu 10 secondes dans un combat loyal. Il devrait donc être ouvert à d'autres s'il souhaite le conserver jusqu'à la fin de l'année. La nourriture de la cantine s'avère très bonne, ce qui rend Corin méfiant. Sora lui suggère de ne pas être aussi méfiant et d'y aller un peu plus doucement avec la nourriture. Mais Patrick conserve cette qualité qui lui a permis de tenir tête à leur theft. La bataille a été vraiment spectaculaire, le professeur voulait sans doute qu'ils se souviennent de lui de cette façon. La rumeur veut qu'il soit célèbre pour ses méthodes grandioses. Corin est curieux de savoir quel genre de sort sera lancé. Il s'agit d'un sort de 4e niveau, qui vous permet d'invoquer un monstre pour l'utiliser. Patrick ne cesse de s'émerveiller de sa capacité à maîtriser des sorts de 4e niveau alors que même les diplômés n'y parviennent pas. Patrick change de sujet et l'interroge sur l'obtention de l'épée de glace. Le même, essayant de se fondre dans la question, car il se souvient des ordres de ne pas divulguer ce qui se passait dans la tour. Après avoir appris qu'il a pu récupérer l'épée dans la tour, il s'étonne que la famille Cadence est toujours le meilleur de tout. Bien qu'irrité par ce bavardage admiratif, Sora. Rodan mentionne en passant sa mère, qui lui manque toujours. Les amis commencent à discuter du journal du jour et de ce qui a attiré l'attention de Sora. Le premier est un compte-rendu des mouvements des détachements édouans le long de leurs frontières. Et la seconde sur l'absence d'un visage aux réunions municipales. Corinne devine soudain et demande encore si Sora connaît le nom de la maquilleuse. Ce visage, c'est celui de Tangin, qui a réussi à manquer 3 réunions. Le visage manquant pourrait-il être lié à ce qui se passe dans la tour? Peut-être qu'il se passe quelque chose de grave et qu'il essaie de s'enfuir en mentant sur le fait que son bras droit a des crampes à cause de la quantité de mana qu'il a. Sora ne le croit pas et cherche à comprendre pourquoi il a réagi de façon si étrange. Il lui offre la possibilité d'en parler et de ne pas faire face seul à ses problèmes en lui proposant son aide.
Mais Corinne ne veut toujours pas le dire et s'en va dans sa chambre. Il ne peut pas la mettre en danger et va essayer de gérer cette situation tout seul. Tangin est chargé d'observer la flèche du serpent dans laquelle Corin est testé. Mais dans cette tour, il a vu Katashi, qui est responsable de la flèche de la tortue et de la théocratie des Dalno. Son raisonnement est interrompu par deux types qui s'enquièrent de la chambre 27. Ils se présentent à lui comme étant Curtis, un étudiant de son dortoir. Corin se souvient soudain que le gars derrière lui posait des questions à tout le monde sur la division des araignées. Il est invité à se joindre à une réunion pour rencontrer tous les membres de l'auberge. Alors qu'il cherche comment s'éloigner d'elle, il voit une deuxième marque de sonastrophe sur son bras, ce qui le surprend beaucoup. Il veut en savoir plus sur elle, mais Curtis n'a pas le temps d'en parler et propose de lui en parler lors de la réunion. Ce que Corinne accepte de faire ensuite. Lors d'une réunion d'étudiants, le premier à parler de lui est Tom MC Cormick, qui se lance dans un long monologue sur le nom qu'il convient de lui donner. Ce qui rend les choses très ennuyeuses, c'est Corinne, qui ne veut pas vraiment d'interaction sociale. L'aîné du dortoir propose ce qui suit pour se présenter à Corinne. Il se présente brièvement comme Corin et le sorcier et termine son discours. Et la dernière personne semble être Gêne, juste un prénom, sans sonorité ni nom de famille. La raison pour laquelle il a réuni tout le monde était de constituer des équipes de 5 personnes au cours de l'année. Il s'agit de passer l'examen final dans la tour, ils doivent au moins atteindre le premier étage pour le réussir. Il leur suggère donc d'apprendre à mieux se connaître, car ils ne peuvent jamais deviner de qui ils auront le plus besoin pour passer les épreuves. Branche de prédiction, salle d'étude du ratio de mana. Son esprit trouve la vérité à l'intérieur et on lui demande de montrer une vue de son pouvoir. Et il aura du mal à s'imposer en tant que sorcier. La marque sur son front ne correspond pas tout à fait à la capacité du lanceur de sorts et à son rendez. Et sa main coule du mana de Rancé, mais il l'a beaucoup utilisé, ce qui lui a laissé des cicatrices. L'utilisation d'une trop grande quantité de mana dans une partie du corps peut en perturber le flux de façon permanente. Cela ralentit la capacité à récupérer et à convertir le mana. Et les cicatrices empêchent les noyaux d'augmenter les niveaux de mana. Il reçoit des mesures qui peuvent être utilisées en toute sécurité pour chaque grade. Et il vous demande de ne pas dépasser et de ne pas vous surmener pour éviter les dommages. Après avoir remercié son père mentalement, il pense à sa sonastar. S'il utilise trop de mana mental, il risque d'endommager son cerveau, comme l'a fait son arrière-grand-père. Alaric Cadence a été un héros qui a contribué à la fin de la guerre entre les pays. Mais à la fin de sa vie, il était incapable de reconnaître qui que ce soit, pas même son fils, alors qu'il avait une quarantaine d'années. Il ne l'a jamais vu, mais il a réussi à laisser une mauvaise tache sur l'héritage de sa famille. Il s'en aperçoit chaque fois que son grand-père regarde le portrait que son père a fait de lui. Et les mains de son père tremblent avant le combat. Il ne peut pas utiliser l'esprit de mana pour améliorer la sonastrophe. Alors qu'il est occupé à faire ses devoirs, sa porte explose et son tueur débarque. Sans perdre de temps ni penser aux cicatrices, il prend son bâton et lui inflige des dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts, mais c'est loin d'être le cas. Quelque chose lui fait craindre que personne n'ait entendu tout cela et ne soit venu. Il est prêt à dire adieu à la vie, mais il lui reste soudain une idée pour tendre la main aux autres dans cette pièce isolée. Mais il est brutalement distrait, un coup plutôt inhabituel, peut-être a-t-il un sonastar qui améliore les attaques physiques. Il pourrait utiliser cette épée, mais il n'a pas d'autre choix que sa canne de combat. Il a été sauvé par un insigne de recrutement qu'il ne s'est pas empressé d'enlever et par une aide précieuse. On dirait qu'ils ont utilisé une tactique de diversion contre lui. Mais Jin arrive à temps et demande au tueur de lever lentement les mains et de s'éloigner de lui. L'assassin ne s'attendait pas à ce que Corinne traverse le mur, et il en est très impressionné, même s'il s'attendait à ce que ses runes étouffent tous les cris à l'extérieur. Il dissipe l'illusion et le professeur Horde apparaît devant eux. Il n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'une sorte de test pour lui. Mais le professeur m'avait prévenu, n'est-ce pas? Jean est sceptique et demande à Corinne de lui dire la vérité. Ce dernier, à son tour, explique qu'il est toujours puni pour protéger sa chambre des menaces potentielles, après tout. Mais le professeur n'a pas mentionné de vérification personnelle et pense donc qu'il s'agit probablement d'un simulacre ou d'une sous-espèce d'illusion. Cependant, il tend vers la seconde. Il se doute de tout sur tout, ce dont le professeur est très friand.
Elle veut prouver aux étudiants qu'elle est un vrai professeur. Mais elle est brutalement interrompue par Jin qui lui suggère de partir. Elle vous demande de vous rendre à son bureau demain. Et disparaît théâtralement de sa chambre. Jin, surpris par la démonstration du professeur, commence à explorer la pièce. Il reprend sa vieille habitude de demander s'il est une araignée, ce qui énerve Corinne. Il possède de puissantes épées enchantées par la glace, des professeurs qui se font passer pour des assassins par souci de validation, et il est très intéressé par Corinne. Corinne, à son tour, m'a remercié pour mon aide. S'aperçoit soudain qu'il a fait un trou dans sa chambre et propose de dormir chez une connaissance Shurapai. En cours de route, Jin demande pourquoi le professeur le poursuit, ce à quoi Corinne ne peut répondre avec certitude. Ce qui le rend encore plus suspect. Corinne, de son côté, essaie de décider si elle doit lui en parler ou non. Et décide finalement de la décrire en termes généraux afin de ne pas lui causer d'ennui. Il explique qu'il n'aurait pas dû voir ce qu'il a vu dans la tour, et que le professeur est peut-être le seul à être au courant de ces événements. Il l'a rencontrée et elle lui a demandé d'être toujours prêt à intervenir. Jen reste sceptique quant au récit. Mais il reconnaît que même si c'est le professeur lui-même qui a effectué les vérifications, il s'en est montré très digne. Dans le bâtiment 14 de la Tortue des femmes. Ils sont accueillis par une Sora endormie. Jean se présente à elle et ils font connaissance. Corinne lui demande de l'aider pour lui et Jen, qui a également besoin d'un endroit pour dormir. Que de contrarié sera avec ça. Il nous raconte qu'un assassin très compétent, s'est introduit chez lui. Mais Sora s'en fiche tellement pour l'instant qu'elle les laisse et va se coucher. Mais il attend une explication le lendemain matin. Bientôt, Sora propose d'envoyer Jin à Patrick, et Corinne reste chez elle. Pendant qu'ils en discutaient, ils se sont fait engueuler pour le bruit, se sont excusés docilement et sont allés se coucher. En sortant, Corinne est attrapée par le professeur et avoue que c'était bien lui la nuit dernière. Elle admet avoir enquêté sur un autre incident survenu dans la tour. Mais ils ont besoin d'un endroit plus privé pour en parler. Et l'esprit du vent et de l'air crie pour entendre son ordre. Portez-les sur leurs ailes éthériques jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité, en utilisant un sort de téléportation furtive.